Let's go, les amis. Ben, ça, c'est... Des fois, pas avoir un résultat, c'est quand même un résultat important, right? On apprend ça en sciences. Well, not in physics, because I always get wrong answers. Mais ça, c'est un mauvais résultat. Ça, c'est un mauvais résultat. C'est comme pas avoir, pas obtenir un résultat, des fois, c'est un résultat qui représente quelque chose. So, if I leave it blank, that I'm not achieving. Well, c'est un résultat qui indique que tu n'as pas appris. Yeah. Ça indique quelque chose. OK. So, dernière chose qu'on fait pour la gravité aujourd'hui, tout le monde, dans ce mini-unité de gravité, c'est le frottement. On va calculer du frottement à partir de la propriété d'une surface sur laquelle quelque chose bouge. Okay? C'est la seule façon qu'on va introduire un calcul du frottement dans ce semestre et dans cette unité ici en plus. Donc, juste une couple de questions avant de commencer, tout le monde. L'effet de la force de frottement, sont-ils toujours nuisibles? Nuisible, ça veut dire quelque chose qui encombre, quelque chose qui cause des problèmes. Est-ce que les effets de la force de frottement causent des problèmes tout le temps? Non. Quand est-ce que ça peut causer des problèmes? Quand c'est très grand. Quand c'est? Quand c'est grand par rapport aux autres choses. OK, sure, ça c'est vrai. Je vais vous donner un exemple. Dans la construction d'une voiture, par exemple, quand est-ce que le frottement est nuisible? On est vraiment fait sur le racetrack. Si on va très... OK, disons qu'on construit une voiture, tout le monde. Disons qu'on construit une voiture puis elle avait de l'air comme ça ici. No, that's my dream car. What actually? Disons qu'on construisait une voiture qui avait l'air de même. OK? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas la meilleure façon de construire une voiture si on pense, par exemple, à la consommation d'essence, Eric? Parce que la résistance de l'air va arrêter. C'est ça. La façon que l'air va entrer en contact avec la voiture ici va faire en sorte que le moteur va travaille vraiment fort pour surmonter les effets de la résistance du l'air. C'est pour ça que, règle générale, on essaie de construire des voitures qui ont des courbes dessus pour que l'air puisse passer par-dessus la voiture très facilement. Donc, voilà une situation où la force de frottement, ou la résistance sur l'air, est nuisible. Elle va réduire elle va augmenter votre consommation d'essence, mais le taux de consommation, ça va l'augmenter aussi. C'est quoi? Litres par 100 km, c'est quoi ça? Consommation d'essence? Ça va augmenter. En tout cas, ça c'est nuisible. C'est plus polluant. Bon. Mais, est-ce qu'il y a des situations où le frottement est désirable? Où est-ce qu'on a besoin du frottement? Eric? Quand on arrête sur la glace. Ça, c'est excellent. Très bien. Lorsqu'on est en train d'arrêter sur de la glace, qu'est-ce qu'on met sur la glace, sur les routes glacées l'hiver? On met du sable, du sel. Ça aide à faire quoi, ça? Ça l'ajoute un peu de la traction, pour qu'on puisse avoir un peu plus de traction, qu'on ne glisse pas partout, right? Ça l'ajoute la friction, exactement. Quand on est dans un parachute, la résistance de l'air est importante. Oui, parce que sinon, s'il n'y en a pas, ça, je continue à accélérer puis mourir éventuellement. Oui, oui, oui. Une question. Alors, OK. si tu as une Nouvelle balle. alors, et tu essaies de botter. Comme un ballon de soccer. Comme flat on the ground. OK. Then, si tu as une autre balle Oui. qui est couverte de sand, De sable, OK. slippery, Oui, does oui. the new ball have more friction when it goes across the flat line, or does the... Celle avec du sable dessus, ben le sable va la ralentir, je pense. Là. Comme si le sable est collé sur la balle, ça va prendre il va plus de frottement s'il y a du sable sur la balle. Je penserais que oui. C'est un beau ballon propre. C'est ça que tu veux? Yeah. OK, alors voilà. L'autre chose, tout le monde, imaginez-vous un monde où il n'y a pas de frottement. Qu'est-ce que ça serait un monde sans frottement? Très amusant. Tu pourrais jamais, littéralement, c'est quoi la seule façon que tu pourrais changer de mouvement, changer de direction? Ça serait de faire quoi? Ça serait de faire quoi? Parce que comme le fait qu'il y ait du frottement sur le plancher, on peut marcher. Tu sais, on pousse sur le plancher, il pousse contre nous, 3 secondes, on avance. Mais dans un monde sans frottement, si je vous essaie ici là, est-ce que je bougerais? Non. Puis ça serait quoi la seule manière de bouger?
Ben oui, ok, oui, I guess. Disons sans frottement. Avec gravité, disons, mais sans frottement. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses? Ok, des pentes, ça aiderait, sure. Mais disons que tu es sur une surface complètement horizontale. Par exemple, sur une patinoire où il y a beaucoup moins de frottement. Puis tu es en soulier. C'est quoi la seule façon de changer de direction? Faut que tu pousses quelque chose, c'est ça. Faut que tu pousses quelque chose, c'est ça. Pousse sur la paroi, puis tu vas changer de direction. Un monde sans frottement, là, ça serait, tu bougerais, disons que tu avais un mouvement, pas de frottement, pas de résistance sur l'air. Tu serais en train de bouger dans une ligne droite, tu serais incapable de changer de direction jusqu'à ce que tu pousses sur quelque chose. Ben, qu'est-ce que tu as besoin s'il y a qu'est-ce que tu as besoin pour avoir une accélération? Tu as besoin d'une force résistante. C'est résultante, je veux dire. Tu as besoin d'une force résultante. Donc, si tu es dans une situation où tu as une force résultante, ben là, tu vas accélérer, mais sinon, premier module, tu vas aller en ligne droite, sans accélérer. Ou tu vas être immobile. Intéressant, quand même. So that's probably like tu vas juste course them up and puis just slide around. Essentiellement. So, ça c'est intéressant de penser à ça, un monde sans frottement. Je trouve ça toujours un petit peu intéressant. Et puis de penser des pour et des contre, des bénéfices et des choses nuisibles reliées au frottement. Si tu veux tirer une boîte lourde sur une surface, est-ce qu'il est plus difficile de la mettre en mouvement ou de la déplacer lorsqu'elle est mise en mouvement? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience, bouger un bureau, un matelas ou quelque chose qui frotte sur le plancher. C'est-tu plus difficile de la mettre en mouvement ou de la garder en mouvement, selon votre expérience? Comme tout le monde ici est pas mal unanime à dire que c'est plus difficile de commencer quelque chose à bouger que de le continuer à bouger. OK, c'est bon. Alors, parce qu'on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Sur le frottement, tout le monde, c'est, comme on dit, moi je l'écris curly, c'est longtemps que je le fais là. Pour deux surfaces en contact, agit généralement en direction opposée au mouvement relatif, tant théorie des deux surfaces. On va toujours parler que le frottement agit contre le mouvement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis généralement, là, mais c'est toujours contre le mouvement. Oui? Est-ce que le curly est vrai ou est-ce que c'est you thing? Est-ce que c'est vrai ou c'est you thing? Ben, il y en a qui font ça ici. FF. Pour faire ce frottement. Okay. But it would be one of Ça, c'est juste moi qui fais ça. C'est comme, il y a peut-être d'autres profs qui le font, là. Yeah. Oui, Eric? C'est quoi la différence entre le frottement et le friction? C'est la même chose. C'est deux synonymes. Synonymes pour représenter la même chose. Et résistance due à l'air rentre tout dans ce même monde-là aussi. Friction, frottement, résistance due à l'air, c'est toute la même chose. OK? On peut le traiter de la même manière. Donc, on va apprendre à calculer aujourd'hui tout le monde ce qu'on appelle le frottement cinétique puis le frottement statique. Avant de commencer, est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire quelque chose qui est statique? Si vous aviez à décrire quelque chose qui est statique, vous direz que cette chose-là est quoi? Stationnaire. Bouge pas. Quelque chose qui est statique ne bouge pas. Cinétique implique, Ça bouge. comme penser à l'énergie cinétique, ça implique quelque chose qui bouge. L'énergie que quelque chose bouge, l'énergie que quelque chose possède quand il bouge, c'est l'énergie cinétique. Donc, on va calculer deux frottements. Le frottement statique, qui va représenter essentiellement la force qu'il faut pour mettre quelque chose en mouvement, et le frottement cinétique, qui est la force qu'il faut pour maintenir quelque chose en mouvement à une vitesse constante. Bon, puis comme vous l'avez dit, vous avez raison, le frottement statique est plus élevé que le frottement cinétique. C'est plus difficile de mettre quelque chose en mouvement que de le maintenir en mouvement. OK? So, ça, c'est beaucoup de blabla. Là. C'est beaucoup de... D'habitude, j'aime pas mettre autant de mots. Là, puis je pense que je devrais probablement couper ça un tout petit peu. Là, mais oui, le frottement statique est plus grand que le frottement cinétique. C'est plus difficile de mettre quelque chose en mouvement que de le maintenir en mouvement. Puis la nature des surfaces joue un rôle au montant de frottement que une surface va offrir. Imaginez-vous, tout le monde, de comme, sans, je sais pas moi, sans chemise, courir puis glisser sur de la glace. Ou faire la même chose puis glisser sur une route pavée. Imagine, c'est comme ça, beaucoup plus de frottement sur une surface pavée, vous allez vous déchirer la peau. Tandis que sur la glace, il y a beaucoup moins de frottement, vous allez glisser, ça va être le fun, n'est-ce pas? Ça va glisser, ça va être le fun. La raison pour laquelle on dit qu'il y a c'est plus difficile de mettre quelque chose en mouvement, c'est parce qu'au niveau microscopique, le plancher, par exemple, le plancher de cette salle de classe,
au niveau microscopique, il y a plein de... Comme c'est pas une surface lisse, okay? Il y a plein de petits trous, là, je sais pas comment... J'oublie comment on appelle ça, là. Des petites chitumis. Très éleclair. Oui, un petit peu, OK. Et là, quand tu mets comme une table dessus, disons, la patte de la table, elle, au niveau microscopique, elle est comme ça aussi. C'est comme c'est pas lisse non plus. Donc, surmonter le fait que ces trous-là sont enfoncés les uns dans les autres, ça prend un peu plus de force. Le moment que tu poses dessus, là, ça sort là-dedans, puis là, ça peut aller un peu plus facilement sur la surface. Parce qu'au niveau microscopique, il y a ces en anglais, on dit grooves, mais deux mots en français m'échappent, qui sont enfoncés les unes dans les autres. Puis quand on la met en mouvement, ben, elle se sépare tout de suite, c'est plus facile. OK? Bon. J'ai parlé de la nature des surfaces. Toutes les surfaces ont ce qu'on appelle un coefficient de frottement. La glace a un coefficient de frottement qui est très petit, puis une surface qui offre beaucoup de résistance de frottement, c'est comme je dis, du pavé, du gravier, aurait beaucoup de frottement. Aurait un coefficient de frottement qui est élevé. La lettre qui représente le coefficient de frottement, c'est une lettre grecque qui s'appelle mu. Okay? Un peu comme ce que la vache fait. Mu, M-U. C'est comme un U, okay, avec une queue. Donc, okay. C'est notre grecque. Okay. Semblable. Yeah. Mu. Et puis, c'est égal au rapport de la force de frottement sur la force normale, qu'on peut réarranger, tout le monde, pour, si on veut calculer des frottements, mu fois la force normale. Okay? La force de frottement statique serait mu statique fois Fn. Pour cinétique, ce serait mu cinétique pour Fn. Donc, une surface peut avoir deux coefficients de frottement, un statique et un cinétique. OK? Ça dépend de la surface. Ça dépend de la surface, c'est ça. Les surfaces lisses ont un petit mu, et les surfaces qui ont beaucoup de frottement ont un grand. OK? Puis, le comptoir de la table, il n'y a pas le même mu que le plancher, il n'y a pas le même mu que le trottoir dehors, que la route recouverte de glace. C'est tout différent. Yeah. Oui? Alors, c'est techniquement chaque petit morceau du plancher a un différent mu. On pourrait dire ça, puis là, la valeur du plancher serait comme une espèce de moyenne de tout ça. Is that real? You should know. Okay. Tu aurais un montant infini de mu Yeah, exactly. que tu pourrais, je présume, trouver la somme et trouver une sorte de moyenne. Je présume, c'est ça. Si ça t'aide à comprendre, sure. Bon. So là, dernière chose que je vais adresser avant qu'on fasse un exemple ensemble, c'est dans cette formule ici, tout le monde, on calcule des frottements. Le mu, tout le monde, c'est une particularité ou une caractéristique de la surface sur laquelle on travaille. Et le Fn, lui, c'est la force normale. Maintenant, on n'a jamais calculé la force normale. Bonne nouvelle, c'est que c'est facile à trouver la force normale pour un objet sur une surface horizontale. Est-ce que vous vous souvenez que pour un objet sur une surface horizontale qui n'est pas en train de monter ou subir des forces vers le haut ou vers le bas, la force normale est égale à la force gravitationnelle. Okay? Donc, dans la majorité des cas, pour calculer Fn, on a besoin de calculer le m fois g. Exactement, m fois g. Oh, dernière chose. Le mu, tout le monde, si vous regardez à mu, c'est un rapport d'une force de frottement puis une force normale. C'est quoi les unités de mu si vous regardez aux unités de frottement et de force normale? Newton sur Newton, qu'est-ce que ça va devenir ça? Ça va s'annuler. Et le mu va avoir aucune unité. Souvenez-vous d'une autre quantité qui n'avait aucune unité qu'on a vue plus tôt ce semestre? Oui. Souvenez-vous d'une autre quantité qui n'avait pas d'unité qu'on a vue plus tôt ce semestre? Parce qu'il s'agissait d'un rapport entre deux quantités égales. Oh, Sarah, tu te souviens? Il n'y en avait pas, c'est ça que je dis! No, like which unit of the... C'était quoi le nom de la variable? Tu n'as pas besoin de chercher trop fort, inquiète pas, je vais le dire. À moins que tu veux vraiment savoir, Sarah. Darren, do it. The hunt. Do not Hein? let him give it to you. Tu veux la chasse. Tu veux chasser. Vas-y. Je vais te laisser, je vais rien dire. Non, c'est pas lambda. Je vais rien dire. C'était plutôt ce semestre. OK?
En tout cas, j'ai mentionné ça ici. I think it's in the unit with the réfraction. C'est dans cette leçon-là, oui, ça implique la réfraction. I think I know which page it is. Put on your map. Pendant que vous cherchez ça, on va faire un exemple. Une voiture dont la masse est 1400 kg est poussée sur une route de gravier. Il faut 7700 newtons pour la mettre en mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la force obligée, qu'on est obligé d'effectuer pour mettre quelque chose en mouvement? Ça, c'est FS, frottement statique. OK? Frottement statique. Et il faut 5850 newtons pour qu'elle maintienne une vitesse constante. Donc ça, tout le monde, FC, exactement. Pour qu'elle maintienne une vitesse constante. C'est important, hein? C'est quoi? L'indice de réfraction. C'est l'indice de réfraction. Très bien. Yeah. C'est l'indice de réfraction qui n'a pas d'unité parce que c'est le rapport de soit deux longueurs d'onde, deux vitesses, sénie sur sénaire. Wow, imagine remembering that. OK? Alors, parce que si un objet va à une vitesse constante, ça ici, tout le monde, c'est essentiellement, ça correspond à la friction parce que ça serait la force appliquée qu'il faudrait qu'on exerce pour pousser un objet, puis ça serait égal à la friction, parce qu'elle va à une vitesse constante. OK, so calcule mu S et mu C. Donc, mu S, tout le monde, est égal à Fs sur Fn. Le Fs est donné dans le problème. C'est égal à 7700. Mais le Fn ne l'est pas. On a dit cependant que pour un objet sur une surface horizontale, le Fn correspond exactement au Fg. Fg. Exact. Fg. Donc, ce serait M fois G. Donc, 7700 sur 1400 fois 9,1, qui est égal à 0,56. Pas d'unité, parce que c'est un rapport entre deux forces. OK? Pourquoi est-ce que tu fais fois Parce que pour trouver le poids d'un objet, c'est la masse de cet objet-là fois la valeur du champ gravitationnel dans lequel il se trouve. Sur la Terre, c'est 9,8. Yeah. OK? N'oublie pas, la masse ne change pas. Le poids change. OK. Mu C. Même chose. FC divisé par Fn. 5850 divisé par 1400 fois 9,81. Pas des choses difficiles à calculer, ça ici, 0,43. Wow. Le coefficient de frottement statique est plus élevé que le coefficient de frottement cinétique parce que ça prend plus de force. Oui, Angela? Alors, si c'était une surface inclinée ou quelque chose comme ça, est-ce que le FG, c'est encore... On ne va pas, Angela, parler de faire des calculs sur des surfaces inclinées. Okay? Mais, sur une surface inclinée, qu'est-ce que tu te souviens de la force normale en comparaison avec la force gravitationnelle? Oui, il y a un lien à faire. Mais, OK, pense-y là. La force normale était équivalente à quelle force pour un objet qui ne bougeait pas? F perpendiculaire. Puis F perpendiculaire était une composante d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse était FG. Donc, il fallait que la force normale soit moins grande que FG. Donc, quand un objet est sur un plan incliné, la surface a besoin d'exercer moins de force. OK? Parce que le frottement va contribuer un tout petit peu à cela. Puis de fait, tout le monde, il y a une question au bout ici, à la fin, défi, okay, où vous avez une boîte qui est traînée avec une force appliquée de 84 newtons qui est exercée à un angle. Okay? Donc, dans ce problème ici, tout le monde, la force normale n'est pas nécessairement égale à la force gravitationnelle. Okay? Donc, ça, c'est une question de défi si vous voulez l'essayer. L'indice que je vous donne, c'est que FG n'est pas égal à Fn. Ici. OK? Bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'arrête la vidéo. C'est toujours fun de parler de la physique, n'est-ce pas?